Bonjour et bienvenue pour la deuxième vidéo consacrée aux isométries en dimension quelconque. Je rappelle que à ce stade, on en est encore à vouloir démontrer le théorème de forme normale, que je rappelle ici, mais qu'on a quand même fait un certain nombre d'avancées. On a dégagé quelques ingrédients clés dont on va avoir l'occasion de se servir dans la preuve, que je rappelle ici. Alors déjà, je rappelle, on travaille dans un espace euclidien et on a fixé un automorphisme orthogonal U. J'introduis aussi une notation qui vous rappellera certainement ce qu'on a fait dans le cas de la dimension 3. J'introduis le sous-espace S, qui est la somme dont on sait déjà qu'elle est orthogonale, des sous-espaces propres pour les valeurs propres réelles de U. On sait aussi que les valeurs propres réelles de U sont toutes égales à 1 ou à moins 1. Donc ici, on a regroupé tout ce qui est entre guillemets diagonalisable au sens réel de U. Et j'introduis aussi une notation qui est T, qui désigne l'orthogonale de S. Alors, on avait vu dans la dernière vidéo que quand un automorphisme orthogonal stabilise un sous-espace, il stabilise automatiquement son orthogonale, et donc on sait que T est un sous-espace U stable. Et la restriction de U à la source et au but de T, qu'on note, comme on l'a déjà fait dans le passé, U indice T, on sait aussi que cet endomorphisme est un automorphisme orthogonal de T, où on considère que T est muni du produit scalaire induit par le produit scalaire de V. Alors, dernière remarque, donc cet automorphisme orthogonal U indice T a nécessairement un spectre réel vide, puisque s'il y avait une valeur propre, et donc un vecteur propre, pour une valeur propre 1 ou moins 1, forcément, puisque c'est un automorphisme orthogonal, donc si on avait un vecteur propre de UT, eh bien en fait, il serait déjà, disons non nul, il serait déjà dans l'un de ces sous-espaces. C'est impossible, on sait que T et S sont en somme directe. Donc leur intersection est réduite à 0. On ne peut pas avoir de vecteur propre pour UT, sans quoi il tomberait forcément aussi dans S. Ok, donc on a un automorphisme orthogonal, U indice T, de spectre réel vide. Et on avait dégagé, c'était la proposition qu'on avait notée 3A et 3B dans la dernière vidéo, le fait suivant qui est utile au-delà de l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, et qui est l'affirmation suivant laquelle si on a un endomorphisme W minuscule d'un espace vectoriel réel de dimension finie W, alors il va toujours soit stabiliser une droite réelle D de W, ce qui signifie exactement, ce qui va se produire exactement si W admet une valeur propre réelle, en particulier toujours en dimension impaire. Et si jamais W ne stabilise aucune droite, alors on peut quand même affirmer que W stabilise au moins un sous-espace de dimension 2, c'est-à-dire un plan. Alors, voilà. Et donc je rappelle, notre but, c'est d'arriver à la proposition suivante, qui nous dit qu'il va exister des plans P1, PR, U stable, tels que l'espace W se décompose en cette grosse somme orthogonale. Ici, c'est S, bien sûr, puisque là, c'est une somme orthogonale. Tout ce morceau ici sera égal à T. Et ici, c'est S, pardon. Ok, alors commençons la preuve. Et la preuve, on va la faire par récurrence. Et la récurrence portera sur la dimension de V. Donc, démonstration. Alors, cette propriété, on l'avait déjà démontrée, elle est en fait...
On va peut-être le signaler. Donc cette propriété, l'existence d'une telle décomposition est immédiate quand la dimension de V vaut 1 ou la dimension de V vaut 2. Soit on est diagonalisable, auquel cas ça ce sera 0. Soit de toute façon en dimension 1 il n'y a rien à raconter, la V lui-même est stable, et en dimension 2 aussi il n'y a rien à raconter. V lui-même est stable et ça se trouve c'est même diagonalisable, auquel cas en fait c'est égal à S. Peu importe. Donc l'existence d'une telle décomposition est triviale en dimension 1 et 2. Et on a aussi vu qu'elle existait en dimension 3. Donc on a vu précédemment qu'une telle décomposition existe aussi quand V est de dimension 3. Alors, on n'aura pas besoin de savoir ça, mais c'est juste par souci de cohérence. Ce théorème, on l'a déjà démontré en dimension 3. Ok, alors, il y a peut-être une toute petite ambiguïté dans ce que je raconte, vu que là, je traite V comme un espace variable, puisque je fais une récurrence sur sa dimension, tandis qu'ici, j'ai un V qui est a priori fixé. Alors, peut-être, pour qu'il n'y ait pas moyen de confusion, cet espace, je vais l'appeler V0. Voilà. Ok. Très bien, alors passons à la démonstration. Donc, supposons l'existence d'une telle décomposition établie pour tout automorphisme orthogonal d'un quelconque, disons, tout espace euclidien V de dimension strictement plus petit que la dimension de V0. Alors, et montrons que, du coup, une telle décomposition existe aussi pour U et V0. Déduisons-en l'existence d'une décomposition pour V0 et U. Alors, faisons un premier cas. Si S est non nul. Si S est non nul, l'orthogonale de ST va être de dimension strictement plus petite que dimension de V0. Puisqu'on sait que la dimension de S, qui est non nulle, plus la dimension de T donne dimension de V0. On se trouve donc dans le cadre d'application de la propriété précédente. Il nous manque juste un automorphisme orthogonal, mais on en a un, c'est UT. Donc cette proposition ici s'applique, je ne sais pas comment l'appeler, on va appeler ça étoile. Étoile s'applique à la paire T, UT. Donc T muni du produit scalaire induit et UT l'automorphisme orthogonal
induit par U sur T. La propriété étoile s'applique. Alors, on sait que UT a un spectre vide, donc la partie ici sera nulle. Il va exister des plans P1, PR. Plan de T, tel que la somme directe orthogonale des PI, qui sont donc forcément orthogonaux, ces PI, c'est que cette somme directe soit égale à T et chaque PI est U indice T stable. Ok, alors façon ici. Maintenant, on concatène. Alors, V0 qui s'écrit comme S plus S orthogonal, c'est-à-dire T, s'écrit comme, donc S, on dit ce que c'est, E-1 de U, somme directe orthogonale, E plus 1 de U, somme directe orthogonale, avec sa décomposition orthogonale des PI. Chacun des PI est stable par la restriction UT, a fortiori il est stable par U. Donc chaque PI est UT stable, donc U stable. Donc la décomposition est établie dans ce premier cas. L'existence de cette décomposition est établie dans ce premier cas, S non réduit à 0. Alors passons au deuxième cas, S égale à 0. C'est-à-dire, U n'admet pas de valeur propre réelle. Alors dans ce cas, je ne peux pas immédiatement appliquer l'hypothèse de récurrence puisque T qui est S orthogonal est égal à tout V0. Donc je n'obtiens pas de sous-espace de dimension strictement plus petite que celle de V0 auquel appliquer l'hypothèse de récurrence. Par contre, cette propriété ici me donne un sous-espace P, disons U stable, un plan en fait. Donc, d'après la proposition, ci-dessus, il existe un plan P, qu'on va appeler directement peut-être PR, inclus dans V0, qui est U stable. Ok, alors, on sait aussi, on l'a rappelé avant, que l'orthogonale de PR est lui aussi U stable, puisque U est orthogonale, et on sait que la restriction de U à PR, alors peut-être qu'on va la noter V, donc c'est la restriction à la source et au but de U à l'orthogonale de PR, définit un automorphisme orthogonal du sous-espace PR orthogonal. Ok, ben ça conclut la preuve essentiellement. PR orthogonal est de dimension de V0 moins 2. On est bien dans le cas où on a affaire à un espace euclidien de dimension strictement plus petite que V0, accompagné d'un automorphisme orthogonal V. On peut appliquer la décomposition qui, par hypothèse de récurrence, existe. Donc, par hypothèse de récurrence, il existe des plans
P1, PR-1 de l'orthogonale PR, qui sont U stables. Alors, pas U, mais V stable. Donc U stable, puisque V est la restriction de U à PR orthogonal, tel que PR orthogonal soit égal à la somme pour I allant de 1 jusqu'à R-1, écrire comme ça, I égale 1, R-1, puisque c'est une somme orthogonale des pays. Alors, a priori, je devrais plutôt dire que ce PR orthogonal, qui est le V de cette proposition, se décompose comme l'espace propre E-1 de V plus l'espace propre E1 de V. Mais les valeurs propres de V sont toutes des valeurs propres de U, et par hypothèse, U n'admet pas de valeur propre réelle. Donc, en fait, ces deux espaces-là sont réduits à 0, et dans cette décomposition, il n'y a que ce morceau-là. Très bien. Alors, on conclut en disant que V0 s'écrit donc comme PR, on va l'écrire peut-être tout à droite, comme la somme directe pour I allant de 1 à R-1, somme directe orthogonale des PI plus somme directe orthogonale PR. Tous ces PI ici sont V et donc U stable, PR est par construction V stable. Si on les regroupe ensemble, on obtient la somme pour I allant de 1 à R, somme orthogonale des PI, qui est une décomposition de le type désiré, à savoir une décomposition en somme directe orthogonale de plans stables. Donc, est une décomposition orthogonale de V0 en plan U stable. Ceci achève la démonstration et montre donc par récurrence la décomposition annoncée. Alors, maintenant on va voir ce que ça signifie matriciellement. Donc on a établi le théorème suivant. Si U est un automorphisme orthogonal de V, il existe des plans, il existe un entier R, et il existe des plans P1PR, U stable, tel que V se décompose comme donc E-1, E1 plus tous les PI. Matriciellement, ça se traduit par la proposition suivante. Donc théorème prime, qui est la même chose, mais sous forme matricielle. Il existe, ou peut-être corollaire, alors si B est une base qui sera obtenue en concaténant des bases orthonormées de tous les constituants, donc on pourrait dire de manière un peu abrégée, même si en général il faudrait l'introduire sur une copie, mais disons si B est une base orthonormée obtenue, enfin adaptée à cette décomposition orthogonale, donc si B est une base orthonormée adaptée à la décomposition orthogonale étoile, je rappelle, ce n'est pas du vocabulaire totalement standard, je veux dire une base orthonormée qui serait obtenue
en concaténant des bases orthonormées de chacun des constituants. Alors il existe des scalaires θ1, θr, qu'on peut prendre dans 0 de pi privé de pi, telle que la matrice de U relativement à cette base B s'écrivent comme une matrice qui sera diagonale par bloc. Il y aura donc un bloc de moins 1. Alors ça se trouve, il n'y a aucun moins 1 si moins 1 n'est pas valeur propre. Suivi d'un bloc de 1. Et là aussi, il se peut qu'il n'y ait pas de 1 sur la diagonale si 1 n'est pas valeur propre. Donc j'ai utilisé peut-être un peu de manière abusive la notation E lambda de U pour le noyau de U moins lambda identité, même lorsque lambda n'est pas valeur propre. Et suivi d'une diagonale de matrice de 2, qui seront des matrices de rotation, avec donc des zéros partout ailleurs. Et donc je rappelle la notation Rθ, c'est la matrice associée à la rotation en base orthonormée directe, associée à la rotation d'angle θ. Je pose donc Rθ égale cos θ, sin θ, moins sinus θ, cos θ. Ok, alors disons juste un petit mot. Pourquoi est-ce que j'exclus pi de cette... pourquoi est-ce que j'exclus en fait les multiples entiers de pi de cette histoire? Si jamais j'avais un R avec un multiple entier de pi, suivant la parité de l'entier qui intervient, c'est soit la matrice I2, donc 1, 1, soit la matrice moins I2, moins 1, moins 1. Et en fait, ces termes auraient déjà été comptabilisés parmi les termes diagonaux avant. Donc ici, il s'agit vraiment de plans qui sont stables, mais sur lesquels U n'admet pas de valeur propre. Et donc, on a vu avant que les rotations qui n'ont pas de valeur propre, ce sont les rotations d'un angle θ qui n'est pas un multiple entier de pi. Donc on va bien avoir cette tête. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à raconter? Oui, peut-être qu'on peut faire la remarque suivante. Je peux en fait, je ne sais pas si on peut dire qu'il s'agit d'une amélioration, mais on peut simplifier encore un petit peu et prendre en fait des scalaires qui seraient entre 0 et pi. Pour vous en convaincre, souvenez-vous que quand vous avez une rotation plane dans un plan orienté d'angle θ, si vous renversez l'orientation, donc si, étant donné une base orthonormée directe E1, E2, si vous considérez l'orientation pour laquelle E2, E1 serait direct, vous renversez aussi le signe de l'angle de la rotation. Donc ce qui était précédemment la rotation d'angle plus θ devient la rotation d'angle moins θ. Et quitte à changer de signe, modulo de pi, tout réel, donc quitte à changer plutôt θ en moins θ, modulo de pi, tout réel, est congru à quelqu'un entre 0 et pi. Et les extrémités 0 et pi sont exclues, donc, puisqu'elles apparaissent déjà ici. Donc, quitte à changer, à renverser l'ordre des vecteurs dans les bases que ça peut concerner, en fait, je peux choisir des θi entre 0 et pi à chaque fois. Alors, on va en donner deux applications intéressantes, mais je crois qu'on va faire ça dans une dernière vidéo, en fait, une vraie dernière vidéo sur les rotations qui sera une vidéo courte. Merci et à cette vidéo.